Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous présente Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo, le rendez-vous du lundi soir. Toute l'actualité du Nîmes Olympique à retrouver sur TV Sud avec nos consultants qui se préparent d'ores et déjà pour le joli mois de mai, le 5e mois de l'année avec, on l'espère, un mois qui sera synonyme de montée pour le Nîmes Olympique. Tout le monde ici est sûr, en tout cas, est certain et croit en cette montée du Nîmes Olympique. Ce retour en Ligue 2 pour la saison 2012-2013, notamment Olivier Martinez. Bonsoir Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. Et qui c'est peut-être le futur animateur de Croco Hebdo, Patrick Champ. Bonsoir Patrick. Bonsoir à tout le monde. Et très content de se retrouver puisque bon, on est leader, donc c'est une belle chose pour le club et pour la ville. Est-ce que les vacances se sont bien passées, Patrick? Très bien. C'est un peu en Espagne, j'ai vu le Barça, bon, tout en couleur. Voilà. Quand est-ce que vous prenez la place de Guardiola? Guardiola m'a invité, mais j'attends un petit peu parce qu'en ce moment il est en grosse forme, donc on va laisser qu'il y ait des jours un peu plus sombres pour lui. Avec nous invité ce soir sur le plateau de Croco Hebdo, deux joueurs du Nîmes Olympique, un habitué de ce plateau, Moussa Sidibé. Bonsoir Moussa. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis à vos côtés, un autre joueur qui évolue en défense, qu'on espère revoir très très vite sur un terrain. Il s'agit d'Aurélien Bosch. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Merci messieurs d'être présents. Alors Aurélien, tiens, on va commencer peut-être. Serait-il bon de donner à nos téléspectateurs quelques-unes de vos nouvelles? Comment évolue votre blessure depuis que vous êtes écarté justement des terrains? Bah écoutez, ça évolue dans le bon sens. J'ai repris tout ce qui est travail foncier et là depuis une semaine et demie, j'ai repris progressivement avec le groupe. Donc voilà, après je me sens pas encore à 100% loin de là, donc il va encore me falloir 2 ou 3 semaines d'entraînement plein pour pouvoir postuler à une place en réserve et pouvoir me refaire un peu la cerise en réserve. J'imagine que du point de vue du moral, se dire qu'on va quand même finir la saison et participer à la fin de saison avec la réserve, ça donne quand même un petit plus après de longs mois d'inactivité. Oui, bien sûr, quand on est footballeur et qu'on ne peut pas exercer son métier, c'est toujours un peu délicat sur le plan du moral. Donc voilà, oui, ça fait, quand on voit le bout du tunnel, ça fait plaisir. Maintenant, il y a encore des efforts à fournir pour revenir à 100%, mais j'espère pouvoir reprendre des sensations en équipe réserve. Vous concernant, Moussa, comment vous avez géré, lorsque cela vous est arrivé, des périodes comme ça de longue absence et de retrait des terrains? Bon, c'est vraiment pas facile parce qu'on est dans une période où on doute beaucoup. Ce qui nous fait beaucoup douter, c'est surtout la blessure. On ne sait pas quand est-ce que ça va aller. Souvent, on est posé, il y a des douleurs qui viennent, etc., etc. C'est un peu compliqué. Et puis bon, dans ces moments-là, il faut être fort, il faut être soutenu. Et puis bon, après, avec le temps, la patience, ça passe. Et on aura eu l'occasion de remarquer, vous concernant, un retour aussi avec un début de saison où vous n'étiez pas présent. Il y a eu des soucis physiques, des pépins. Et ensuite, c'est vrai qu'il y avait eu ce long débat autour de la place d'un joueur dans le couloir droit et qui vous a permis de faire vos preuves et de reprendre une pleine place de titulaire. Oui, bon, après, bon, moi, je ne sais pas s'il y a eu le débat par rapport à une place dans ce couloir-là. J'ai eu une discussion avec le coach au début de saison. En tout cas, il y a eu beaucoup d'essais avec plusieurs joueurs. Oui, bon, après, ça, c'est pas moi qui fait ces essais-là. C'est juste que moi, j'ai eu une bonne discussion avec le coach au début de saison. Je revenais d'une blessure, c'était pas facile. J'ai été soutenu par des collègues, par la famille. Je suis revenu, et puis bon, quand en général on est blessé comme ça, on revient plus fort. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va. Ça va plutôt bien, en effet, vous concernant. Et puis surtout, vous faites partie des titulaires en défense qui êtes toujours là. Malheureusement, il y a eu une avalanche de blessures. On pense à Miodrag Stozic, on pense à Aurélien Bosch, on pense à Maxime Punj, on pense au capitaine Benoît Poulain. Il faut tenir la barre derrière, hein. Vous êtes le dernier titulaire. Oui, je suis le dernier titulaire. Non, il y a quand même Vincent Carlier aussi qui est là, qui est titulaire. Après, on compense avec des joueurs comme Habib, qui le coach a fait reculer d'un cran, qui s'est adapté sur ce match-là, qui a fait un bon match. Avec le jeune aussi qui est rentré arrière gauche, qui a su pallier l'absence de Maxime. Jérémy Thierry. Oui, Jérémy Thierry. Donc c'est tout ça qui est bien. Une équipe, c'est pas juste les 11 ou voire les 16 qui sont en groupe, c'est ceux aussi qui ne jouent pas, sur qui on peut compter le week-end d'après ou voire dans les semaines à venir. Donc c'est ça qui est bien. Alors justement, Moussa, vous évoquez ce déplacement à Beauvais avec cette défense assez inédite à laquelle on faisait référence il y a quelques jours de cela. Victoire à l'extérieur pour le Nîmes Olympique. Alors tout d'abord, on va jeter un coup d'œil sur le 11 aligné par le coach de Beauvais, avec un système
de jeu bien différent en tout cas de celui du Nîmes Olympique, en tout cas sur le placement. Une charnière avec 3 défenseurs autour du capitaine Makuma, Mendy et Borne, les couloirs franchis et Andrea Tsima, 2 milieux récupérateurs avec une pointe avec Goazio, et puis 2 attaquants avec Farsan et Vori. On l'avait dit, Olivier, Beauvais est une équipe qu'il faut surveiller énormément parce que c'est une équipe qui, jusqu'à présent, sait bien faire circuler le ballon. Ouais, je pense que Moussa pourra le confirmer, mais c'est une équipe qui a posé pas mal de difficultés aux Nîmois. Sans un grand Merville, il faut le souligner, hein, parce que quand il est bon, il faut le dire aussi. Sans un grand gardien nîmois, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué, car les Beauvaisiens ont su se créer beaucoup d'occasions. Donc dans l'animation offensive, malgré ce 3-5-2 ou ce 5-3-2, ça dépend comment on se situe, c'est une équipe très plaisante et qui joue au ballon. Et je pense que c'est un résultat qui va vraiment faire la différence pour les Crocos. Joueur d'Alexandre Clément qui recevait les Nîmois dont on sait qu'ils sont les premiers au niveau des matchs à l'extérieur. Beaucoup de performances et de jolis succès pour les hommes de Thierry Froger, justement sur les pelouses des équipes adverses. On va regarder justement ce 11 particulier aligné par le coach Croco. Cyril Merville, donc, à qui la confiance a été réaccordée dans les buts. Une charnière à 2 avec Habib Jean-Baldé et Vincent Carlier, qui, du fait de l'absence de Benoît Poulain, récupérer le capitanat. On l'a dit dans le couloir gauche, Jérémy Thierry pour pallier l'absence de Maxime Punge. Moussa donc dans le couloir droit, poste classique. 2 milieux défensifs avec Sébastien Piocel et Yacine Adou, deux postes auxquels ils ont l'habitude d'évoluer. Et puis sur la droite, Muriola Ogunbi, Nicolas Bénézé. Et puis toujours la pointe avec, cette fois-ci, c'était Steve Agui qui était en pointe et c'était Wilfried Niflor qui décrochait juste derrière en FDMI. On le voit, Patrick, dans les possibilités quand même, il y a de la variété, de la diversité dans les capacités de ces joueurs du Nîmes Olympique et ça offre des solutions à Thierry Froger, même lorsqu'il y a des cadres qui manquent à l'appel. Oui, effectivement, hein, c'était pas évident d'aller faire un résultat avec toutes les absences qu'il y avait, mais comme on le dit depuis le début de la saison, l'effectif fait la différence. Quand on voit en plus que Thierry Froger, il s'est relancé les joueurs, puisque Carlier avait été un petit peu mis de côté, là il revient capitaine, il fait un bon match. Niflor, sur qui on ne comptait pas trop, qui avait été blessé, qui était revenu, là est titulaire, et Koné qui était remplaçant. C'est quand même, il faut faire fort. Le coach, pour ça, il arrive à motiver tous ses joueurs, et la différence, elle se fait là, c'est-à-dire que tous les joueurs sont concernés dans l'effectif nîmois, et c'est la grosse force du Nîmes Olympique cette saison. Alors nous n'avons malheureusement pas d'image à vous proposer de cette rencontre et de cette victoire des Nîmois sur la pelouse du stade Pierre Brisson à Beauvais. Victoire 2-1 avec une première réalisation de Steve Agui à la 38e, une égalisation pour les Beauvaisiens de Vori au retour des vestiaires, 3 minutes après le début de la seconde période. Et puis le but libérateur et décisif de Sédou Koné qui, après avoir pris la place de Wilfried Niflor à la 68e minute de jeu, 2 minutes plus tard, inscrivait le but de la victoire pour le Nîmes Olympique. On peut le dire qu'on a vu Moussa sur le terrain, les deux facettes justement de cette équipe du Nîmes Olympique, avec un but qui intervient peu avant la mi-temps et ensuite Sédou qui fait preuve de réalisme à 100%. Oui, Sédou, c'est Sédou. On connaît Sédou, on connaît les grosses qualités physiques et la grosse efficacité qu'il a devant le but. C'est vrai qu'on a joué, il y a eu, comme vous dites, les 2 images du Nîmes Olympique. En première mi-temps, on a bien joué. On a fait circuler le ballon comme ces derniers temps, on le fait bien. En deuxième période, on est rentré sur le terrain en disant que les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps étaient très très importantes. Malheureusement, on ne s'est pas mis dans le coup directement, ils ont marqué. Ce qui nous a fait reculer un petit peu. Et puis bon, après, il y a Sédou qui rentre et puis, comme à son habitude, qui fait la différence. Avec, paraît-il, un but qui est osé, mais qu'il faut absolument réussir. Parce que si vous le ratez, celui-là, lorsqu'on tente un lob, je crois, comme il a tenté, il vaut mieux être sûr de son coup. Hein. Oui, c'est vrai, mauvais être sûr de son coup. Bon, après, on lui fait confiance. C'est nous, au niveau travail devant le but ou ce qu'il y a à faire, c'est ce qu'il fait. Quoi. Nous, on lui fait confiance, entièrement confiance. Le coup de patte du goléador Sédou Koné qui marque le but décisif pour le Nîmes Olympique à la 70e minute. Vous concernant, Aurélien, comment vous tenez au courant justement quand vous ne pouvez pas, sur des matchs à l'extérieur comme ça, suivre votre équipe?
Avec les téléphones modernes qui existent maintenant, on suit ça sur Internet. Et autrement, quand je suis vraiment à la maison et que je fais rien de spécial, j'essaie d'écouter un petit peu à la radio aussi. Après voilà, j'aime pas trop parce que ça donne des sensations. C'est pas forcément évident à suivre comme ça. C'est pas bon d'être spectateur passif alors qu'on est joueur. Voilà, ouais. Et puis bon, les commentaires, c'est pas, mais c'est toujours, on se fait une image qui est pas forcément celle de la réalité, donc c'est un peu faussé par rapport à ça. Donc je préfère éventuellement Internet, c'est moins, j'y vais toutes les 5 ou 10 minutes, regarder un peu le point sur les scores et voilà, on se tient au courant comme ça. Et surtout, on compare les résultats, on essaie de voir ce que font aussi les autres équipes. Victoire à Beauvais 2-1. Est-ce que vous êtes étonné justement cette année de cette réussite du Nîmes Olympique, qui est le premier club dans ce championnat national à l'extérieur? À quoi on peut l'attribuer ça? Non, étonné non. Je pense que maintenant on a trouvé une assise défensive qui fonctionne. Voilà, on prend beaucoup moins de buts qu'à la phase aller. Donc à partir de là, je pense qu'on peut voyager quand on prend moins de buts. Et après, on sait que devant, on a quand même du talent pour faire la différence, que ce soit Maurice, Sédou, Nico de l'autre côté, Steve. Voilà, on a des joueurs qui ont des capacités individuelles très très importantes. Donc à partir de là, je pense qu'en ne prenant pas de but, déjà on se met dans de bonnes dispositions pour pouvoir en marquer. Thierry Froger qui à l'issue de cette rencontre confie à nos confrères de la presse quotidienne régionale que le club du Nîmes Olympique était tombé sur une séduisante équipe de Beauvais, notamment en deuxième mi-temps, notamment en début de deuxième mi-temps avec l'égalisation justement des hommes d'Alexandre Clément. Mais de toute façon, Thierry Froger qui rappelle sa joie, notamment pour Cyril Merville qui a sorti un gros match et qui a fait des parades décisives et qui met en avant, surtout ça c'est très important Moussa, depuis 10 matchs, le Nîmes Olympique n'a pas perdu. Et Thierry Froger parle d'une dynamique. Et c'est vrai que lorsqu'il y a une dynamique où il n'y a plus de défaite et qu'on sait en plus cet objectif de la montée, j'imagine que inconsciemment, le groupe est animé par une force supplémentaire. Oui, c'est vrai ça. Quand en fait on est sur une série, il y a quelque chose qui se passe dans le groupe, dans la tête des joueurs. Et puis bon, c'est ce qui fait qu'on arrive à enchaîner. On a cette petite chance aussi qui nous fait tenir le plus longtemps possible, et j'espère que ça va tenir le plus longtemps possible. Ce qui n'était pas le cas de Beauvais, qui n'a plus gagné à domicile depuis décembre. Et qui était le roi du match nul. Et l'important, c'était justement pour les Nîmois de ne pas se faire piéger, de ne pas relancer, parce qu'on sait qu'on a l'habitude de relancer les équipes qui sont balle en point. On a vu notamment à Bayonne. Et c'était important que les Nîmois continuent sur la série, et ils l'ont bien fait. Une victoire pour le Nîmes Olympique 2-1. On aura l'occasion tout à l'heure de voir tous les résultats de cette 32e journée et de voir que du fait de la différence de but particulière, de ce goal à virage particulier, et avant le match de demain sur le match en retard de Niort, eh bien, le Nîmes Olympique est bel et bien premier. Alors on vous parle de ce classement de national. On va se projeter une semaine auparavant. Là, on a bel et bien des images avec la réception costière le vendredi 6 avril de Quevilly. C'était dans le cadre de la 30e journée. 31e journée du championnat de France de national, le 6 avril dernier au Costières, avec le 11 de départ aligné par quelqu'un bien connu du côté de Nîmes. Il s'agit de Régis Brouard. L'Union sportive quevillaise, en pleine bourre, on peut le dire, Patrick, avec ce parcours en Coupe de France et des joueurs dont on voit ici la composition du 11, dont le coach a peut-être reproché qu'ils avaient la tête à la préparation de leur demi-finale devant le Stade Rennais. Alors c'est vrai, ça leur a plutôt réussi puisqu'ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France en suivi. Mais c'est vrai que les Nîmois, peut-être qui avaient très très bien préparé la rencontre, s'attendaient à un tout autre match face, entre guillemets, au nouvel ogre de Coupe de France. Ben, disons que c'est deux compétitions différentes. Et c'est vrai qu'indirectement, les joueurs, ils pensent à ne pas se blesser pour pouvoir faire ce match de coupe. Ou pas prendre de carton aussi. Et pas prendre de carton aussi. À savoir qu'aussi, c'est Fedel qui a joué au milieu du terrain, qui est un ancien Nîmois, Valero. On discutait avec Olivier avant l'émission. C'est quand même de bons joueurs. Il a un bel effectif quand même. Et c'est une équipe qui joue très bien au football, comme le soulignait tous les représentants sportifs et toute la presse maintenant nationale. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui peut-être peut jouer au-dessus plutôt qu'en national aussi. C'est un peu le style de Nîmes Olympique qui essaye de poser le jeu. Et je crois que s'ils en sont là et se qualifiant pour la finale de la Coupe, on a vu une grosse équipe de Quevilly. Notamment deux joueurs qui m'ont fait impression, c'est Lop, d'ailleurs, qui a confirmé en demi-finale, et Capel. C'est deux joueurs sur les couloirs qui m'ont fait vraiment bonne impression. J'ai bien aimé aussi le portier, qui d'ailleurs n'a pas été titularisé en demi-finale contre Rennes. C'était El Karoubi, il me semble, oui, qui a fait un gros match face aux Nîmois. Voilà, ils ont une équipe qui joue au ballon, voilà, qui joue vraiment au ballon, et ils ont fait honneur au national. Et puis c'est bien aussi qu'ils aient lâché ce match, fait lâcher, entre guillemets, parce que les Nîmois leur ont fait lâcher. Voilà, c'est surtout ça, c'est que les Nîmois ont bien pris le match comme il le fallait, et du coup,
Quevilly n'avait pas envie d'aller se mettre, comme dit Patrick, le cul par terre pour aller chercher un résultat qui, au fond, il n'était pas sûr de l'atteindre. Donc voilà, les Nîmois ont mis la pression, ils ont fait ce qu'il fallait, et derrière, Quevilly n'a pas pu revenir. Dans l'esprit, Moussa, est-ce que vous pensez que les joueurs de Quevilly peuvent encore faire un exploit et faire tomber une Ligue 1 en finale de la Coupe de France dans les prochains jours face à Lyon? Oui, moi je pense que c'est possible, parce que dans ce métier-là, soit en football, tout est possible. Hein. Ce qu'ils ont fait, ils ont prouvé qu'ils ont gagné des matchs contre des Ligue 1, et puis une finale, c'est une finale. Hein. C'est 50-50, donc je pense qu'ils peuvent. Et puis on ne sait jamais, l'Olympique Lyonnais restant sur le coup de bambou de la défaite en Coupe de la Ligue face à l'Olympique de Marseille, peut-être, peut douter, mais on sait aussi bien les hommes de Jean-Michel Aulas capables d'inverser des tendances mal engagées. Ouais. Le 11 Limois aligné par Thierry Froger devant cette équipe de Quevilly avec Cyril Merville dans les buts. Le capitaine Benoît Poulain en charnière aux côtés de Vincent Carlier. Maxime Poungé, donc Moussa, sur les couloirs gauche et droit respectivement. Récupération en milieu défensif assurée par Habib Jean Baldé et Yassine Adou. Mouriola Ogunbi et Nicolas Bénézé. Et puis la pointe, c'était là en revanche la confiance réaccordée à Wilfried Niflor après son but égalisateur la semaine précédente, on le rappelle, me semble-t-il face à Orléans, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et Steve Agui dans ce poste de 9,5. Steve Agui qui montre beaucoup de variété, de diversité à ce poste et qui montre beaucoup de facilité. En plus, qui plus est, on le sait, qui peut permuter en plus au niveau des ailes. Il a dit, puis de toute façon, à l'époque, il jouait aussi à ce poste-là. C'est son meilleur poste, derrière un attaquant. Donc là, c'était Niflor. D'ailleurs, Niflor, j'ai trouvé aussi très bon dans son rôle de remiseur. Il a été un peu moins bon dans le jeu aérien, qui normalement est son point fort. Il a raté deux, trois reprises de la tête sur des beaux centres de Bénézé, notamment, il me semble, et de Gounmilly. Mais dans la remise, il a été dans son rôle de remiseur, a été très bon. Et puis Steve Agui, qui pour moi dans ce rôle-là était discutable. Après, c'est le choix du coach de jouer à deux attaquants, mais je pense que Agui est indétrônable. Après, lorsqu'il veut jouer une seule pointe, c'est vrai qu'il faut le décaler sur un côté, mais c'est dommage quand il est dans ces dispositions-là, il est très très bon. Et le quatuor, bien sûr, avec Ogunmi qui est exceptionnel, et Bénézé qui est en pleine bourre en ce moment, c'est vrai qu'on a un quatuor offensif qui est assez impressionnant. Et on rappelait que Sédou Koné a purgé un match de suspension. Justement, on va revenir. Parce qu'on a quand même joué ces deux matchs sans Koné. Oui, notamment. Enfin, Koné, en tout cas, il est rentré en cours de jeu. Je veux dire, en tout cas, oui, il a joué 20 minutes. Bon, il a donné la victoire, mais il a joué 20 minutes sur les 3 heures possibles. Quoi. Ce qui est très rare. Hein, ça s'est jamais arrivé au niveau olympique de se passer de Koné quand on l'avait disponible. Quoi. Allez, retour en arrière justement sur cette 31e journée du championnat de France de national avec la réception de Quevilly au Costières. Score final 3-0. Tout de suite, le résumé de la partie. Quevilly, un nom aux accents d'exploit en Coupe de France et un club à prendre au sérieux pour le Nîmes Olympique qui entame son dernier sprint en vue de la montée en Ligue 2. Vainqueur 3-1 des Quevilliers en octobre dernier, les Nîmois ont préparé cette rencontre de la 31e journée de national avec beaucoup de sérieux. Une partie idéalement entamée par les Nîmois qui allaient trouver l'ouverture dès la 20e minute de jeu. Nicolas Bénézé pénétrant dans la défense sénomarine avant de servir idéalement Mori Ogunbi qui allait battre El Karoubi d'un tir croisé. Souvent spectateurs des actions de jeu nîmoises, les joueurs de Régis Brouard semblaient vraiment avoir la tête à la Coupe de France. Nous, on a fait ce qu'il fallait, au moins dans l'état d'esprit, mais après, il ne faut pas oublier qu'ils étaient loin d'être à 100%, ils avaient la tête ailleurs, comme tout le monde sait, et ça s'est vu sur le terrain, ils n'étaient pas tous, du moins à 200%. Un manque d'engagement qui allait favoriser l'assise de la domination nîmoise, avec plusieurs actions chaudes initiées par Steve Agui et Ogunbi peu après l'ouverture du score. À la demi-heure de jeu, Cyril Merville faisait passer des sueurs froides dans le cou des supporters crocos en relâchant un ballon sur un corner au Normand, mais les Nîmois allaient repartir de l'avant par l'intermédiaire de Bénézé, idéalement servi par Ogunbi, et qui allait adresser sa deuxième passe décisive de la soirée grâce à une tête en retrait vers Yassine Adou. 2-0 à 10 minutes du repos, la messe de Pâques semblait dite pour les joueurs de Quevilly. Ça valait même pas la peine de crier à la fin du match, ça c'est clair. Ça méritait même pas ça. Il y a eu un petit peu à la mi-temps, mais je crois en toute sincérité que ça ne les intéressait pas ce soir. Au bout de 25 minutes de jeu, ils se sont rendus compte qu'il y avait les projecteurs et qu'ils étaient sur un terrain de foot. Mais malheureusement, il y avait déjà 2-0, donc c'est difficile pour une équipe de pouvoir jouer. Maintenant, ça n'enlève rien à la victoire tout à fait méritée de Nîmes Olympique. Et en toute sincérité, j'espère qu'ils vont aller au bout et qu'ils vont monter en Ligue 2
c'est un club qui le mérite amplement. Voilà. De retour des vestiaires, les joueurs de Régis Brouard allaient bien tenter quelques percées dans la défense nîmoise, mais sans brio. Au contraire, les Crocos allaient intensifier leurs attaques, notamment par le biais d'un Bénézet des Grands Soirs, manquant de peu d'inscrire le 3e but nîmois à la 68e minute de jeu. L'ailier gauche gardois, qui allait finalement adresser sa 3e passe décisive de la soirée, 13 minutes plus tard, en frappant un bon corner, idéalement repris par le jeune entrant Renaud Ripard. 3-0, score final, cela faisait 2 mois que le Nîmois n'avait plus inscrit 3 buts dans un match aux Costières. Ça fait du bien, mais je pense que c'est un peu le fruit du travail à l'entraînement. Peut-être pas tous les jours, mais il y a du boulot de fait, du sérieux, donc ça se transmettait pas trop dans les résultats parce qu'il y avait beaucoup de nuls. Mais c'est vrai que tout le monde veut jouer et c'est assez rude, les entraînements sont un peu plus rudes qu'il y a quelques mois. Donc ça peut être que positif pour le week-end. Une dynamique positive pour les Nîmois, invaincus depuis 9 matchs. On a construit notre victoire, surtout en première mi-temps. C'est bien, c'est vrai qu'on était un peu en dedans au niveau du jeu sur le match précédent aux Costières. Là, je pense qu'on a fait, c'était beaucoup mieux et je pense que c'est ce qu'on doit retenir de ce match. Le jeu a été intéressant. Un jeu intéressant, une équipe bien dans ses crampons. À 1 mois et demi de la fin de la saison, les Nîmois semblent d'ores et déjà prêts à retrouver la Ligue 2. Et espérons revoir cette liesse des Costières accéder à la Ligue 2, rappelez-vous, le 17 mai 2008 face à Laval, et une victoire 3-1, notamment sur des réalisations de Robert Malm et Michael Coloredo. Le Nîmes Olympique retrouvait la Ligue 2 avec cette victoire dans un stade des Costières archi-comble et une véritable magie. On attend avec impatience, Patrick, de revivre ça et que cette série et cette bonne série à laquelle Moussa faisait référence tout à l'heure ne s'arrête pas jusqu'à la fin du championnat. Ouais, je crois que là, c'est bien parti. Il fallait faire cette série. Thierry Froger a toujours été lucide. Et là, maintenant, il se lâche un peu plus en disant quand même que les joueurs, de temps en temps, ils font des bons matchs. Parce qu'en général, il est avare de compliments au niveau de ses joueurs. Et là, je vois que sur Merville, sur Poulain, il dit qu'il a quand même des joueurs sur lesquels il compte énormément. Et de temps en temps, je crois qu'un coach, il doit dire ça à ses joueurs parce qu'ils ont besoin d'être revalorisés et d'être mis un petit peu dans la lumière. Et actuellement, on est dans la lumière, il faut y rester. Et il reste 6 matchs. Et je crois que si le public y suit bien jusqu'à la fin, au Costières, on va être une forteresse imprenable pour Nîmes Olympique. Oui, parce qu'il faut noter qu'à Quevilly, les supporters ont répondu présent dès le début. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu de voir un beau spectacle, une belle occasion pour s'enflammer. Ça a été des tifos d'entrée, ça a été une ambiance fantastique contre Quevilly. Et je pense qu'avec les 20 ans des Gladiators là, qui se profilent à l'horizon, vendredi prochain, je pense qu'on va avoir droit à un stade extraordinaire, une ambiance magnifique. Il ne faudra pas rater l'occasion justement de faire profiter et de remercier tous ces supporters qui, je le répète encore, contre Quevilly ont été vraiment exceptionnels. Et rendez-vous en pesage Est pour tous les amis des Gladiators vendredi soir au Costières pour la réception d'Ajaccio. 20 ans, ça se fête surtout qu'il y a 20 ans de ça, un certain mois de mai 1991, face à un autre club d'Ajaccio, le Nîmes Olympique, gagnait son billet pour la Division 1 à l'époque. Effectivement, il y a 20 ans. C'était un match nul 0 partout face à l'AC Ajaccio qui avait permis aux Nîmois de remporter une place pour 2 saisons dans l'élite du football français. On va observer une courte pause et puis on se retrouve sur TV Sud pour la seconde mi-temps de Croco Hebdo avec nos invités Moussa Sidibé, Aurélien Bosch et nos consultants Patrick Champ et Olivier Martinez. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Croco Hebdo, on a revissé les crampons et mis les protèges tibia, mais on va jouer très tranquillement à une touche de balle, Patrick, n'est-ce pas? Ouais, on va jouer tranquille. Éviter les contacts. Quand ça sera plus dur, mais bon. Vendredi au Costières pour la réception du Gazélec Ajaccio. Tiens, on va en parler rapidement avant de revenir sur les réactions des acteurs de cette rencontre entre le Nîmes Olympique et Quevilly le 6 avril dernier au Costières. La préparation de ce match face au Gazélec, on se souvient qu'il y avait eu une défaite au match aller malgré le très beau but de Steve Agui et que Michael Coloredo, l'ancien Croco, nous avait fait quelques misères. Et on se rappelle surtout un but refusé dans les derniers instants pour le Nîmes Olympique sur soi-disant une faute du gardien qu'on n'a toujours pas vu. On recherche encore les images et on n'a toujours pas vu la faute sur le gardien. Donc on va appeler ça un arbitrage maison. Espérons qu'on ait droit aussi, nous, à notre arbitrage maison si on en a besoin vendredi.
Mais en tout cas, face aux Corses, il ne faudra pas faire de cadeaux parce qu'eux ne nous en font pas là-bas. Donc il faudra être d'entrée dès les premières minutes, leur montrer qu'on est présent et que s'ils veulent mettre du combat, mettre des duels, on est capable de le faire aussi. Ça ne sera pas leur jour. Voilà, et que si après ils veulent jouer au ballon, on sera meilleur qu'eux. Donc il faut vraiment, face à cette équipe-là, il faut être aussi combatif, aussi agressif qu'eux dans le bon sens du terme. Et après, on se fera une joie de retrouver Mika Coloredo, Paul Maisonneuve. Boesso, le petit jeune Boesso qui marque des buts aussi. Et Yohan Bocconiano. Notre ami corse Yohan. Donc voilà, c'est bien. Ça va être, s'il est chaud, il ne faudra pas qu'il soit trop chaud. Ça se prépare justement ce genre de match, Moussa, entre ces deux équipes qui sont au coude à coude. On se connaît avec les joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs qui appellent? Est-ce que ça chambre un petit peu justement avant le match entre deux équipes opposées comme ça? Ça doit y arriver, mais bon, moi personnellement, il n'y a pas ça qui se passe. Moi aujourd'hui, c'est un match comme un autre. Je le prépare comme il faut le préparer, il n'y a pas de pression particulière. Malgré ce qui va se passer au niveau des 20 ans des supporters, c'est un match comme un autre. Je pense que ça va aller. Match engagé, on sait que les cartons peuvent justement être au rendez-vous, être avertis, réprimandés par les arbitres. Est-ce qu'on essaie quand même je ne dirais pas de jouer avec un certain frais, mais de se contenir au niveau de l'impact physique, de l'engagement justement pour éviter que ça dégénère et que le premier carton jaune arrive trop rapidement dans la partie? Bon après, ça, ces choses-là, on ne peut pas les prédire avant. C'est le match qui... Mais par expérience en tout cas. Par expérience, moi, franchement, je fais pas... Ça dépend du match, du rythme, de l'intensité, ça dépend des adversaires, de beaucoup de choses, quoi. S'il faut mettre des brins au début, on les mettra. S'il faut les mettre à mi-temps, il faut les mettre à mi-temps. S'il faut les mettre à la fin, on les mettra à la fin. C'est comme ça. Mais on ne fait pas attention à ce genre de choses-là, en fait. Aurélien Bosch, jouer contre une équipe corse, est-ce que c'est toujours un match particulier en termes d'esprit, à domicile, peut-être un peu ouais. moins. À l'extérieur, là-bas, le contexte reste particulier, quoi qu'on en dise, même si je pense que c'est pas... Enfin, les anciens peut-être le diront, mais il y a 20 ans, il paraît que c'était quand même un peu plus dur. Mais voilà, ça reste un contexte. Il y a beaucoup d'intimidation, beaucoup de paroles. Ils sont forts à ça, voilà. Après, je pense que vendredi, la clé du match, ça va être là aussi. Je pense que nous, on a un fond de jeu, on sait jouer au foot et tout. Je pense qu'il faut qu'on base le match sur ça. Si on commence à faire autre chose, on va tomber dans leur jeu. Je pense que c'est ce qu'ils attendent. Donc, garder notre lucidité pour le jeu, je pense. C'est là qu'on sera le plus fort. Et surtout, Sédou, il va falloir surveiller Sédou parce qu'on sait que c'est un impulsif. Et je pense qu'ils vont jouer beaucoup là-dessus. Ils savent qu'il est souvent suspendu. Ils vont, à mon avis, connaissant l'arrière-garde corse, je pense qu'ils vont en abuser. Mais ça fait partie du jeu. Ils vont tout faire pour le faire péter. Un plomb, mais à Sédou d'être bien dans sa tête et de ne pas répondre comme il sait le faire et de répondre par le football. Après, il ne faut pas non plus en faire tout un plat. Ça reste un match de ballon, 3 points au bout. C'est sûr que c'est très important pour celui qui gagne. Parce que même un match nul ne nous condamne pas, loin de là. Par contre, une défaite ferait tâche, surtout pour les 20 ans d'Gladiator. Donc, sans mettre de pression à cette équipe nimoise. Je mettrais un coup de frein à la dynamique. Un coup de frein, et on ne veut pas ça, et surtout pas face au Gazélec, qui est un prétendant à la montée comme nous. Donc voilà, c'est un match quand même qui a son importance, mais ça reste qu'un match de football et il n'y a que 3 points au bout. Je voudrais rajouter. Il faut laver la fronde du match aller aussi. Ouais, ça sera l'arbitre aussi qui fera la différence. Je crois qu'on va avoir un arbitre de première division, de Ligue 1, qui va nous arbitrer. Donc je crois que lui ne va pas se laisser intimider. S'il est bon, on sera excellent. Allez, on le souhaite. On va revenir justement au Costières avec les réactions des coachs et des joueurs du Nîmes Olympique suite à la victoire face à Quevilly. Vous allez retrouver bien évidemment Thierry Froger, son homologue haut normand, Régis Brouard, bien connu au Costières et qui revenait après 4 années d'absence sur le banc qu'il a occupé pendant quelques temps. Et puis les joueurs Nicolas Bénézé, Benoît Poulain, qui réagissent après cette victoire 3-0 au Costières face à Quevilly. Et vous allez voir aussi Régis Brouard qui était content de revenir au Costières et qui l'a dit, qui a partagé quelques instants avec les supporters des Crocos. Je vous propose de les écouter. Bon, on en a parlé, ça n'a pas été une discussion intense, mais on en a parlé forcément. Moi, je disais que dans ma petite carrière, j'ai fait une demi-finale, 2 demi-finales de joueurs, une gérée entraîneur aussi, ça fait 3. Inconsciemment, ils y pensent, mais je pense que s'il y avait l'ouverture à un moment donné, ils l'auraient saisi. Si ils peuvent revenir au score, ils l'auraient saisi. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de surprise ou de mauvaise surprise, ou qu'il n'y ait pas un espoir, parce que je pense qu'ils auraient joué le coup à fond, puisque quand on prépare un match, même un match très important, on le prépare mieux quand on gagne. On a montré qu'on était présents. Eux,
Eux, on savait que si on leur laissait un peu la confiance, ils allaient jouer. Ils sont un peu en euphorie en ce moment, donc ça allait leur donner un peu de morale. La consigne, c'était de directement leur mettre la tête dans le trou. Donc on a mis 2 buts en deuxième mi-temps, donc c'est sûr qu'après, ça a été difficile pour eux. On l'a bien vu dans tous les duels, que ce soit au sol ou aérien. Il y a eu très peu d'engagement. Voilà, alors on a fait illusion de temps en temps à essayer de faire des choses en deuxième mi-temps, mais à partir du moment où il y a 2-0 au bout de 25 minutes de jeu, il n'y a plus rien à attendre, à espérer. Donc voilà, on est venu faire un déplacement et puis on va se projeter sur le match de mercredi, cette fameuse demi-finale, et puis on y verra bien par la suite. Moi, je pense que ça fait plusieurs matchs que défensivement on est costaud. Je pense qu'en deuxième partie de saison, on a été plus costaud que dans les matchs allés. Et là, ça fait notamment 4-5 matchs qu'on ne concède pas beaucoup d'occasions. Alors c'est vrai qu'il y a eu des buts, mais moins qu'en première partie de saison. Et puis on se sent plus costaud derrière, alors qu'on joue quand même en 4-2-3-1 pour essayer d'avoir le maximum d'occasions. Sur le match de Bayonne, on a trouvé, c'était un peu le même match, sauf que le contexte était différent. C'est-à-dire qu'on a construit, on était un de moins, je rappelle, à 0-0, et on était un de plus, et on a construit notre victoire, et c'est vrai que ça a été plus laborieux. Notre jeu était moins bon, c'est vrai, mais c'est vrai que par moments, on les sent appliqués, et c'est intéressant, parce que ces matchs-là ne sont pas si faciles que ça à gérer. On sait que de toute façon, on a une pression, on doit gagner, mais dans la construction de la victoire, elle est intéressante, en tout cas dans l'application. Je leur ai dit qu'au deuxième mi-temps, il fallait couper les retours, parce que c'est vrai qu'ils nous ont fait courir à gauche, à droite par moments, et aussi gérer les contres. Mais c'était surtout c'était Suglas qu'on faisait. Moi, je pense que ouais, on a fait un match intéressant et intelligent. Et moi, j'ai vu Rouen Quevilly, et je savais que c'était une équipe difficile et surtout en confiance. Quand on est en confiance, on voit bien des joueurs qui tentent des choses, et il y a des choses qui peuvent passer. Il y a des joueurs très intéressants, donc il faut toujours maîtriser ces équipes-là. C'est un peu notre problème à Orléans. On a eu une mauvaise première mi-temps, et je pense qu'on l'a payé. Et là, il ne fallait pas, en tout cas, faire que cette équipe prenne confiance. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas produit un jeu comme ça au Costières. Et surtout les 3 points, les 3 buts et sans prendre de buts. C'est ça le plus important. C'est une série positive, donc c'est bien de la nommer pour la confiance. Après, l'essentiel, c'est de marquer le plus de points possible. Donc il y a eu beaucoup de nuls quand même, donc il faut relativiser cette série et penser surtout à gagner des matchs. Vous savez, les matchs de championnat et les matchs de Coupe de France, c'est tout à fait... c'est autre chose, c'est différent, un tel esprit est totalement différent. Et puis j'ai des joueurs, j'ai un groupe qui se mobilise à travers cette compétition. Les joueurs que vous avez vus ce soir, si vous regardez le match de mercredi, vous n'allez pas les reconnaître. Donc je savais que ça allait se passer comme ça. Je ne voulais pas y croire parce que moi, de revenir ici, voilà, ça m'a fait quand même quelque chose et c'est ça qui me dérange. Mais comme mon cas personnel n'a pas trop d'importance dans cela, voilà, on va tourner la page, on va oublier, puis on va préparer ce match de mercredi et puis la suite du championnat, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il nous faut gagner encore 2 fois pour se maintenir. Ouais, nous, il faut qu'on fasse notre parcours. Après, c'est vrai qu'on s'intéresse aux autres, mais déjà, faisons notre parcours. Et puis, faut continuer. Je pense que ça va être chaud, et donc il faut continuer, prendre un maximum de points partout où on ira, et n'importe contre qui au Costières. Faut prendre un maximum de points. Voilà. Après, je pense qu'il faudra dépasser la barre des 60, bien évidemment, et après on verra bien. Ouais, on essaie de se concentrer sur les 4 matchs qui viennent à la maison et d'en gagner un maximum. Donc c'est déjà un de gagné. Donc voilà, c'est gagné, on est content et on passe à la prochaine étape à Beauvais. Ouais, et surtout l'équipe la plus solide, je pense que les nerfs vont être mis à rude épreuve, et je pense qu'il faudra être très fort mentalement. Il faudra jouer sur les détails, un peu de réussite bien évidemment, mais je pense que c'est bien qu'on ait ramené beaucoup de monde, puisqu'on voit que bon, on a 2 blessés, mais ouais, ça va jouer sur pas grand-chose, et forcément le mental va être prédominant. On a compté les joueurs dans cette équipe-là ce soir. Il y a à peu près 8 à 9 joueurs qui ont connu une montée dans l'équipe actuelle du Nîmes Olympique. Donc je pense qu'ils savent ce qu'il y a à faire. Mais ils savent que des fois c'est irrationnel. Et l'irrationnel, c'est dans les tripes, c'est dans le cerveau, mais je pense que c'est surtout dans les baloches, hein, c'est ça. Mais ça, il faudra les sortir à un moment donné ou à un autre.
on est dans une lutte à 5 équipes, ça va être comme ça jusqu'au bout. Et ça va jouer jusqu'à la dernière journée, donc il va falloir rester vigilant et jouer tous ces matchs, essayer d'engranger le maximum de points pour attaquer tous les matchs avec encore plus de sérénité les uns après les autres. On se doit de gagner nos matchs à la maison, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Et on a gagné à Bayonne, contre Bayonne, mais c'était un peu dur. Et il nous reste 3-4 matchs à la maison et il ne faut pas faire d'erreur et gagner. On est la première équipe à l'extérieur, donc je pense qu'on va faire le taf et on se doit de faire le taf à Beauvais. Et après à la maison, il faut tout donner. Le public est là derrière nous, comme ce soir. Et c'est sûr qu'il ne faut pas perdre de points à la maison. Ça faisait 4 ans que je n'étais pas revenu ici, malheureusement dans la tribune, mais je voudrais simplement remercier les nombreux gens que j'ai croisés. Il y a eu beaucoup de messages de sympathie et voilà, j'ai vraiment apprécié, mais oui, c'est vrai, ça m'a fait un petit quelque chose de revenir ici. Voilà. Un petit quelque chose pour Régis Brouard que de revenir au stade des Costières pour l'ancien coach du Nîmes Olympique qui était parti, on s'en souvient, je crois en cours de saison 2007-2008, si mes souvenirs sont bons. Régis Brouard qui disait en faisant référence au match de demi-finale contre le Stade Rennais qui est arrivé le mercredi suivant, vous n'allez pas les reconnaître et c'est vrai, ça a été en tout cas un bon médium sur ce coup-là. Ouais. Ça a été 2 équipes totalement différentes, Patrick. Il connaît ses joueurs. Et c'est vrai que quand on voit les 2 matchs, on ne les a pas reconnus contre Rennes. C'est vrai qu'ils ont fait un match exceptionnel. Et c'était obligé qu'à un certain moment, on lâche le championnat. C'était presque inéluctable. Et il le savait. Puis bon, il est content certainement que Nîmes ait gagné. Parce qu'il est quand même Nîmois de cœur. Quand on passe à Nîmes, on n'oublie pas Nîmes. Parce que Nîmes Olympique est un grand club. Il va le revenir parce que bon... Montpellier, c'est bien, mais Nîmes, c'est encore mieux. Donc je crois qu'il faut qu'on s'accroche à mort. Et les joueurs vont nous faire un grand plaisir pour qu'on puisse sauter les Costières. Allez, avec un autre épisode dont on se serait bien passé d'ailleurs. On rappelle une infirmerie quand même qui était assez fournie jusqu'à présent, notamment avec la blessure d'Aurélien, celle d'Emmanuel Corrèze, celle d'Abdelmalik Sissane, de Grégory Dutil, de Maxime Poungé avec ce claquage à la cuisse. Et c'est ajouté à cette liste, il n'a pas pu être du voyage à Beauvais. On espère peut-être qu'il soit présent à Ajaccio, mais ça va être très très difficile. Concernant le capitaine Benoît Poulain qui a été touché le lundi précédent le déplacement à Beauvais à l'entraînement, ce qui plus est sur un exercice apparemment où il ne fallait pas d'engagement, ce que Thierry Froger appelle une blessure et un tacle plus imbécile que volontaire. Sur le coup, Thierry Froger, qui était noir de colère, a exclu Jonathan Parpex pour son tacle sur Benoît Poulain du groupe. Il n'a pas fait le déplacement. Est-ce qu'on peut comprendre justement la réaction du coach quand finalement, entre guillemets, l'erreur vient de l'intérieur, que pour une fois, ce n'est pas à cause d'un joueur adverse? Oui, mais effectivement, je crois qu'il y avait tellement de blessés qu'il ne s'attendait pas à ce coup du sort. Et c'est vraiment lui, je pense qu'il a pris un coup derrière la tête, Froger, et il a voulu réagir de suite parce qu'il a pris un risque extraordinaire d'enlever un plus Parpex. Parce qu'en plus de Poulain, il a enlevé Parpex. Donc ça faisait plus tous les blessés. Parpex qui, on le rappelle, sur les derniers matchs, jouait en charnière centrale à côté de Benoît Poulain. Ouais, donc il pénalisait encore plus son groupe. Et c'est vrai que d'avoir fait un résultat extraordinaire à Beauvais, ça peut que dynamiser encore plus le groupe qu'en voyant qu'avec Froger, on le sait, Cadeau est mort. Pas de cadeau avec Thierry Froger. On a pu le constater tout au long de la saison dans ses prises de position et dans la façon parfois d'interpeller ses joueurs. On va regarder les résultats de cette 32e journée du championnat de France de national avec la victoire vendredi dernier d'Orléans 3-2 face à Cherbourg. Partage des points de partout entre Bayonne et le Paris FC. Nîmes donc est allé s'imposer à Beauvais 2-1. Match nul à domicile pour Niort, 0 partout face à Épinal. Ça fait partie des bonnes opérations, en tout cas dans la lutte pour la montée et qui sait peut-être aussi pour le titre de champion de France de national. Le Gazélec qui est tenu en échec sur sa pelouse par le Red Star. Encore une fois, les joueurs du Red Star qui ont beaucoup de mal à domicile. Chaque fois, à l'extérieur arrive à faire des coups. Là, c'était sur la pelouse d'Ange Casanova et on est plutôt preneur de ce genre de prestations. Match nul encore entre Colmar et Rouen, 0 partout. Luzenac qui est tenu en échec dans les derniers instants de la partie par Fréjus Saint-Raphaël, 1 but partout. Score identique à Créteil face
à Vannes. Le Poiré-sur-Ville emporte 1-0 devant Besançon. Enfin, samedi après-midi, Quevilly a été tenu en échec par le FC Martigues de Jean-Luc Vanouki. Un but partout. Au niveau du classement, cela nous donne bien toujours en tout cas le Nîmes Olympique premier du fait de la différence de but particulière meilleure face à Niort, mais aussi c'est important messieurs, face à Vannes. Il y a 2 équipes, 2 prétendants directs pour la montée. En cas d'égalité, Nîmes est devant du fait du goal average particulier, Niort et Épinal. Donc 56 points pour Nîmes et pour Niort. Nîmes est premier. Le Gazélec Ajaccio est troisième avec 1 point d'avance. Épinal 4e avec 2 longueurs de retard sur les Nîmois. 5e, on retrouve Vannes avec 52 points. Et là, le trou est fait par rapport à Colmar qui est 6e avec 45 points. Excusez-moi. Fréjus Saint-Raphaël est 7e avec 45 points au même titre que Rouen. Et puis ensuite, on déroule le classement. Créteil, le Poiré-sur-Ville et Orléans. Le Paris FC occupe le 12e rang avec 39 points, une longueur d'avance sur Quevilly. Et sur Cherbourg, Luzenac occupe la 15e place avec 37 points. Ça fait 2 longueurs d'avance pour les Ariégeois par rapport au Red Star. Martigues est 17e et sort de la zone de relégation. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les hommes de Jean-Luc Vanouki. Ferme la marche avec 30 points. Et ça, c'est vraiment la zone de la peur avec 3 équipes à égalité. Beauvais, Besançon et l'Aviron Bayonnais. Il y a encore des matchs en retard concernant ces équipes. Et notamment l'équipe de Niort qui jouera demain, dans la journée du mardi 17 avril, les fameux matchs qui avaient été annulés, reportés, soit à cause du froid, soit à cause d'une panne d'éclairage qui a fait couler beaucoup d'encre puisque le match va être rejoué. En tout cas, demain, mardi 17 avril, il y a plusieurs matchs. On va les découvrir dans le programme de la 33e journée. Orléans qui accueille Colmar, Niort qui reçoit donc Rouen, un match à suivre vraiment avec beaucoup d'attention pour les Nîmois et pour toutes les équipes concernées par la montée en Ligue 2. Luzenac accueille Beauvais et Créteil reçoit l'Aviron Bayonnais. Puis dans le cadre de la journée classique, Vannes accueillera vendredi le Poiré-sur-Vie, Fréjus Saint-Raphaël Créteil, Cherbourg reçoit Quevilly et donc le Gazélec d'Ajaccio sera en déplacement vendredi à partir de 20h au Costières. Samedi, suite et fin de cette journée avec Red Star Colmar, Paris FC Orléans, Besançon Niort, Luzenac qui se déplace à Rouen, Martigues qui accueille Beauvais et enfin Épinal qui reçoit l'Aviron Bayonnais. Je crois que déjà à partir de mardi soir, Olivier, on aura une vision plus juste de ce que sera le vrai classement de national. Et puis la prochaine journée va être des plus disputées, on le voit au niveau des affiches proposées. Surtout que Niort va jouer 2 matchs dans la semaine. Alors admettons qu'il gagne son match en retard face à Rouen, il faudra aussi qu'ils aillent Besançon derrière. Alors ça va être aussi décisif pour eux. Donc non, il n'y a que des rencontres, on va dire, décisives. Mais c'est normal, on rentre dans le Money Time, donc chaque point compte. Et l'absence du capitaine Benoît Poulain fait qu'au niveau du temps de jeu des joueurs, c'est Moriola Ogunbi désormais, qui est le croco le plus utilisé par Thierry Froger avec 2648 minutes en 31 apparitions sous le maillot rouge cette année. Benoît Poulain est 2e. 3e, Maxime Poungé. 4e, le capitaine de vendredi soir à Beauvais, Vincent Carlier. Et 5e, Nicolas Bénézé, qui du fait de la suspension et de la non-titularisation de Sédou Koné, chipe la place justement au goléador ivoirien Nicolas Bénézé qui retrouve le top 5. Au niveau des buteurs, là par contre, Sédou Koné est premier. Et de quelle manière? Avec 17 buts grâce à sa nouvelle réalisation l'autre soir à Beauvais. 2e, Steve Agui avec 8 buts. 3e, Ogunbi avec 7 buts. 4e, Nicolas Bénézé. 5e, Yacine Adou, du fait de son but réussi face à Quevilly. Belle récompense pour Yacine qui marche plutôt pas mal. À 2 buts, Parpex, Poulain, Ripard, Stozic. Et 1 but pour Baldé, Corrèze, Diarasuba, Sissan, Niflor, ainsi que Issouf Ouattara. Et puis au niveau du meilleur passeur, là ça ne change pas et à mon avis ça ne va pas bouger d'ici la fin de l'année. Moriola Ogunbi et ses 18 passes décisives. Alors Nicolas Bénézé qui avait fait un hat-trick au niveau des passes décisives face à Quevilly avec 3 passes décisives sur un match a bien amélioré ses statistiques, mais il est encore quand même très loin de Moriola Ogunbi. 4 passes décisives pour Nicolas Bénézé, 3 pour Steve Agui et Koné, et 1 pour Corrèze, Poungé, Sissan, Parpex, Poulain et Salaire, Olivier. C'est pour ça que quand on a le meilleur passeur, le meilleur buteur, on ne peut commenter, c'est pas possible. C'est pas être autrement. Allez, on va regarder un petit peu le calendrier de cette fin de saison. On a fait quelques tableaux pour voir un petit peu équipe par équipe ce qui va attendre les prétendants à la montée en Ligue 2. D'abord, le prochain adversaire du Nîmes Olympique, Ajaccio, qui se déplace donc à Nîmes, qui va ensuite recevoir Martigues à Francis Turcan, qui va faire un déplacement pas évident à Cherbourg, qui reçoit Paris,
qui se déplace à Épinal, où il est toujours difficile d'évoluer, et ensuite qui reçoit Niort. Aurélien, quelle est votre appréciation sur le calendrier du futur adversaire des Nîmois, le Gazélec Ajaccio? Ben, je me dis que c'est pas facile non plus pour eux. Hein. Quand on voit, enfin voilà, il y a peu d'adversaires qui n'auront plus rien à jouer. Martigues joue le maintien, Cherbourg joue le maintien. Après, ils ont Épinal et Niort sur les 2 derniers matchs, donc eux aussi, ils ont une fin de saison compliquée. On sait l'avantage qu'ils ont de recevoir chez eux, on connaît le contexte, mais quand on voit les matchs, je me dis que rien n'est fait non plus pour eux. C'est relevé pour Espérons que les Niort n'ait Corses. pas joué sa montée à Ajaccio. Pour Épinal, il va y avoir une réception à la Ligue de Bayonne ce samedi. On va voir le tableau d'Épinal. Un déplacement à Orléans le 27 avril. Le 3 mai, Épinal va recevoir Quevilly. Ensuite, il y aura un déplacement à Beauvais. On va voir le tableau, je ne sais pas s'il est prêt. Ensuite, Épinal va donc recevoir Ajaccio. Et ensuite, il y aura un déplacement à Colmar pour Épinal. Je ne sais pas si le tableau est prêt ou pas. Oui, non. Bon, il n'y aura pas de tableau pour Épinal, donc on l'a dit. Réception de Bayonne, déplacement à Orléans. Pas d'image. Réception de Quevilly, déplacement à Beauvais. Réception d'Ajaccio et déplacement à Colmar. Pour Niort, l'actuel co-leader avec Nîmes au goal average particulier. On touche du bois, ça y est, on a le tableau de Niort. Réception de Rouen, déplacement à Besançon, double déplacement pour Niort. Déplacement à Besançon et déplacement à Bayonne au stade Didier Deschamps, qui est toujours coach de l'Olympique de Marseille, et dont on sait qu'il c'est vraiment pas évident de jouer en terre basque. Surtout s'ils ils auront encore moyen de se sauver. Donc, Réception d'Orléans le 4 mai pour les Chamois niortais, déplacement à Quevilly le 11 mai, et réception de Beauvais, et on l'a dit le 26 mai, déplacement à Ajaccio. Comment vous le voyez, ce calendrier des Niortais, Moussa? Celui-là aussi, il n'est pas facile par rapport au fait qu'ils ont des équipes qui jouent leur vie aussi. Mais je pense qu'il est un peu plus facile que celui du Gazélec Ajaccio. Le Gazélec est assez relevé. Un autre tableau, peut-être le tableau et le calendrier, peut-être, on va dire, d'une équipe qui s'est fait un petit peu oublier pendant toute la saison, mais qui risque de finir très très fort. C'est Vannes, parce que vous allez voir, les adversaires de Vannes sont sur une autre configuration, on va dire, de jeu et surtout de fin de saison. Réception, double réception pour Vannes. Le Poiré-sur-Vie, qui n'est pas évident à jouer quand même, et Besançon. Ensuite, déplacement à Fréjus, réception de Rouen, déplacement au Red Star, et on sait que le Red Star a beaucoup de carences à domicile, avec un nombre astronomique de défaites à domicile. Et ensuite, réception de Nîmes. Patrick, on se dit qu'il va falloir vraiment surveiller comme du lait sur le feu cette équipe de Vannes d'ici la fin de la saison. Oui, effectivement, je crois que c'est eux qui ont le calendrier le plus favorable, heureusement qu'ils ont 4 points de retard par rapport à nous. Mais ça ne sera pas, il va falloir faire un fissa. Et c'est peu que ça tout se joue sur la dernière rencontre, mais espérons que d'ici là, on ait fait la différence et surtout le plein de points. Et à tout seigneur, tout honneur, le calendrier du Nîmes Olympique, bien évidemment, pour terminer cette émission. La réception d'Ajaccio ce vendredi à partir de 20h, et puis ensuite le 27 avril, déplacement à Colmar, réception de Luzenac, dont on se souvient que les Nîmois avaient battu ces Ariégeois 3-0 au match aller. Le 11 mai, déplacement à Créteil. Réception du Poiré-sur-Vie le 18 mai pour le dernier match de la saison costière. On espère que peut-être la Ligue 2 sera déjà acquise pour les Nîmois. Et enfin, un déplacement à Vannes le 26 mai en plein cœur de la feria de Nîmes. Voilà le calendrier du Nîmes Olympique. On est arrivé au bout de cette émission. Tiens, on va parler un petit peu de la fin de saison. J'imagine que dans le groupe, tout le monde croit à la montée. Aurélien, vu la dynamique initiée. Si on n'y croit pas maintenant, c'est qu'on ne mérite pas de faire ce métier. Mais bien sûr qu'on y croit. Voilà, il faut rester concentré et concerné par l'objectif. On le connaissait en début de saison, on a mal démarré. On a mis énormément de temps à être là où on en est aujourd'hui, avec beaucoup de travail. Ce serait bête de tout gâcher maintenant, quoi. Je pense qu'on a les cartes en main, on est premier. Voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire. Pour ça, vous avez quasiment tout connu avec le Nîmes Olympique. Tutoyer la 3e place de la Ligue 2. Vous sauvez la première année quand vous êtes arrivé à l'hiver 2008-2009, maintien en Ligue 2. Maintenant, il vous faut connaître une montée, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire, mais bon, après, on a toutes les cartes en main pour monter. Et je pense qu'on va y aller. Je pense sincèrement qu'on va y aller. Donc, concernant ça, vous dit de continuer l'expérience avec les Nîmois si au bout du chemin, il y a cette montée en Ligue 2? Ah oui, Nîmes, c'est mon club, Nîmes. Si il y a une montée, pourquoi pas? On est là.
Merci, Surtout messieurs. On a trois avantages, Christophe. Oui. Un, on est sur le podium. Deux, on a un public qui sait répondre présent dans les grands moments. Donc on a sûrement le plus gros public du national, ça il faut le dire. Et trois, on a des joueurs qui ont l'expérience, comme l'a dit Thierry Froger, de la montée. Ça c'est important dans les 3 dernières rencontres, d'avoir des joueurs qui supportent la pression. Donc avec 3 éléments pareils, comme on dit, il n'y a plus qu'à, mais c'est le plus dur. Et puis c'est vrai, on imagine quand des fois on vous voit, Moussa, dans le couloir, prendre la profondeur et vous battre comme un forcené, aller puiser au fond de vos ressources physiques, qu'il y a les costières qui s'enflamment, ça doit être une sensation particulière pour un joueur. Oui, c'est bien, mais bon, après, bon, c'est pas Moussa, c'est Aurélien, c'est Steve, c'est Seydou, c'est tout le monde, quoi. C'est le collectif. Mais c'est bien. Dis-moi, la force du collectif, dis-moi. Allez, on est tous derrière vous pour ce chemin vers la Ligue 2. Merci messieurs, merci Patrick, merci Olivier d'avoir été avec nous. Bon match pour vendredi face à Ajaccio à 20h Costières et... Allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir. Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous a présenté Croco Hebdo.